Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition. On démarrera ce journal avec cette audience du président Alassane Ouattara, audience accordée hier à l'ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire. Ambassadeur donc en fin de mission, Anne Lougon-Moulin a indiqué que la Suisse est le troisième partenaire de la Côte d'Ivoire avec 45 entreprises suisses présentes en terre ivoirienne. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue hier jeudi au Palais de la Présidence de la République, présidée par le chef de l'État, et dont au cœur des échanges, il a été question de la situation sécuritaire nationale, la lutte contre l'orpaillage clandestin et la sécurité routière, des secteurs dans lesquels l'État enregistre d'excellents résultats. Le Premier ministre a lui présidé la troisième édition de la célébration de la journée africaine. C'est la 8e édition de la célébration africaine de la lutte contre la corruption. Robert Mambé-Begré a exprimé la volonté ferme de la Côte d'Ivoire à lutter contre la corruption à travers de nombreux efforts consentis en matière de lutte contre la corruption. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara a eu un entretien hier au Palais de la Présidence de la République avec l'ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire. Anne Lougon-Moulin, qui est en fin de mission en Côte d'Ivoire, est venue faire ses adieux et ses civilités au chef de l'État et on a profité pour faire avec lui le point de la coopération ivoiro-suisse. Alexis Ouedraogo. Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, est en fin de mission. Ce jeudi au palais présidentiel au Plateau, elle est venue présenter au chef de l'État Alassane Ouattara les dossiers majeurs de cette coopération sur les plans économiques, culturels et scientifiques. Après 5 ans passés dans ce très beau pays et très dynamique, donc c'était l'occasion de faire le bilan de la coopération ivoiro-suisse qui est au très beau fixe. Nous sommes le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, la Suisse. Il y a 45 entreprises suisses présentes dans le pays et des très grosses. On a une très bonne collaboration scientifique avec différentes universités. Dans le domaine culturel, on a lancé des négociations pour un accord de restitution des biens culturels. On a plus de 20 projets de développement, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour aider le gouvernement et le pays dans cette zone-là. La diplomate dit son admiration pour les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années, non sans témoigner sa gratitude pour la qualité de la coopération. C'était évidemment pour moi l'occasion de dire toute ma gratitude et toute mon amitié aux autorités ivoiriennes et en particulier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et aussi féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès qu'elle a fait depuis les 5 dernières années. Je suis là depuis 5 ans, donc j'ai vu tout ce cheminement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub régional économique d'importance, y compris pour les entreprises suisses qui desservent toute la sous-région. Et évidemment, un facteur de stabilité très important pour la sous-région et pour l'Afrique en général. Donc, ce fut un entretien extrêmement cordial et très riche en informations. Notons que dans le cadre de la coopération culturelle, la Suisse appuie la Côte d'Ivoire pour la construction du musée archéologique de Saint-Grobo à Ouati, le tout premier en Afrique francophone. Et quelque temps avant cette audience, toujours au Palais de la Présidence de la République, le chef de l'État a présidé une réunion du CNS, le Conseil national de sécurité, qui se félicite des résultats enregistrés ces derniers mois, tant en matière de lutte contre l'orpaillage clandestin, de sécurité nationale que de sécurité routière. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 11 juillet 2024 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire national. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays. À ce titre, le Conseil national de sécurité
se félicite des excellents résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ces résultats remarquables sont le fruit des actions menées par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, créé en 2021, et la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, dont une base avancée a été installée en janvier 2024 à Noé par le ministre des Eaux et Forêts en vue de lutter contre la pollution des fleuves transfrontaliers Tanoé et Bia entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ainsi, les résultats majeurs enregistrés par ces deux entités depuis leur création jusqu'au mois de juin 2024 concernent l'interpellation de plus de 1600 individus, le déguerpissement de plus de 900 sites d'orpaillage illégal, la destruction de nombreux équipements, dont près de 4200 dragues, 4000 concasseurs, 1800 motopompes et plus de 69 000 abris de fortune. La saisie d'environ 900 millions de francs CFA et 20 kg d'or, ainsi que de divers autres matériels, dont 1400 motopompes et 315 pelleteuses, et la régularisation administrative de 246 orpailleurs semi-industriels et artisanaux, qui a valu une augmentation de la production nationale d'or de près de 19 milliards de francs CFA de 2021 à 2023. Au regard de ce bilan significatif, le président de la République adresse ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, ainsi qu'au Grand Commandement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, notamment les éléments du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, pour tous les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre ce fléau de l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité déplore cependant les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés ce groupement et cette brigade dans l'exercice de leur mission, notamment l'hostilité de certaines populations locales favorables à l'orpaillage illégal. À cet égard, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des ministres concernés et les ministres-gouverneurs à l'effet de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures idoines pour la sensibilisation accrue des populations locales en collaboration avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et les autorités locales. Le renforcement des capacités humaines et opérationnelles du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, le renforcement de la sécurisation et de la coopération transfrontalière dans les zones frontalières impactées et la mise en œuvre diligente du dispositif ivoiro-ghanéen de surveillance des fleuves Tanoé et Bia. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité note avec préoccupation la hausse de 4% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1764 en mai 2024 à 1833 en juin 2024. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels de 25% sur la même période. Face à cette situation, le président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées
aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de poursuivre la mise en œuvre des réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Le chef de l'État exhorte, en outre, les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité par le respect scrupuleux du code de la route. À l'issue de la rencontre, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, au Grand Commandement, de même qu'à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Enfin, le chef de l'État les a encouragés à demeurer dans cette dynamique et à poursuivre leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 11 juillet 2024. Communiqué final donc du CNS lu pour vous par Fidel Sarasoro. Et de son côté, le Premier ministre a présidé toujours hier jeudi la 8e édition de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption, cérémonie au cours de laquelle Robert Mambé-Begré a exprimé la volonté ferme de la Côte d'Ivoire à lutter contre la corruption, saisissant ainsi cette occasion pour faire le point des efforts de l'État ivoirien en matière de lutte contre la corruption. Il s'agit notamment de l'existence effective d'une loi sur la protection des témoins et des dénonciateurs. Ouverture officielle de la 8e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, le lanceur d'alerte au cœur de cette célébration, celui qui se donne pour mission de dénoncer des manquements observés dans la gestion des affaires courantes, se révèle un partenaire efficace dans la lutte contre la corruption. L'Afrique n'aime pas les fouineurs qui se mêlent d'évaluer les politiques publiques et les dérives du secteur privé. En particulier, les journalistes d'investigation payent souvent la rançon de l'audace. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Dieu merci, la Côte d'Ivoire leur réserve désormais chaque année une place de choix parmi les récipiendaires du prix de l'excellence. Toutes nos félicitations à la plus haute autorité de ce pays, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, à vous-même, à tous les membres du gouvernement, à toute l'équipe de la haute autorité de la bonne gouvernance pour ce travail qui se fait avec beaucoup de rigueur et qui fait gagner beaucoup de points à la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. La haute autorité de la bonne gouvernance, à travers la stratégie nationale de lutte contre la corruption, se donne pour objectif d'accentuer cette lutte au moyen de plusieurs mécanismes. La Côte d'Ivoire, à travers la haute autorité, met en place, en liaison avec l'Union africaine, l'Académie internationale anticorruption, une Académie nationale de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui aura également une vocation régionale. La plupart des observateurs attendent de l'État de la Côte d'Ivoire qu'il assume un leadership régional en matière de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. Je voudrais inviter les actuels et potentiels lanceurs d'alerte à nous rejoindre dans la lutte contre la corruption. La promotion de la bonne utilisation des deniers publics, le soutien des partenaires extérieurs dans ce combat, la mise en œuvre d'initiatives pour la réduction du phénomène, des actions qui témoignent de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire contre ce phénomène qui est une menace pour l'équilibre économique et social. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre les crimes économiques en général et de la corruption en particulier une priorité et un axe très fort de son projet de société. Cette volonté politique s'est traduite par des réformes institutionnelles et juridiques
importante. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de notre pays et de la ferme volonté du président de la République de respecter les engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire et ce, en vue d'améliorer constamment le dispositif légal en faveur de la protection des droits humains et garantir le bien-être de chaque citoyen. Je vous souhaite plein succès dans la conduite de vos missions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées pour une Côte d'Ivoire débarrassée de l'un des fléaux qui minent notre siècle. Je déclare ouverte la cérémonie de célébration officielle de la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. La stratégie nationale de lutte contre la corruption se décline autour de 54 actions majeures, réparties autour de 5 axes stratégiques. Son objectif, faire baisser le niveau de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire à l'horizon 2028. Et tout à l'heure, ici à la RTI, au siège donc de la RTI, ici à Cocody, dans les locaux de la direction générale, a eu lieu la passation en deux charges entre l'ex-directeur général de la télévision nationale, Fosséni Dambélé, et l'entrant, Jean-Martial Adou, cérémonie qui a eu lieu en présence du président du conseil d'administration. Le reportage complet de Malika Koulibaly est à suivre dans nos prochains journaux. Venons-en à présent à la 3e réunion du comité de pilotage du projet Planet Gold Côte d'Ivoire, un projet financé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui a pour objet d'éliminer l'utilisation du mercure dans l'extraction minière artisanale de l'or. Naomi Mokla, Jean-Marc Djadji et Franck Kofi. La 3e réunion du comité de pilotage des experts de l'industrie minière s'ouvre pour des réflexions. Ces acteurs veulent promouvoir une extraction minière artisanale sans mercure. Chaque année, près de 10 tonnes de mercure sont utilisées pour produire 7 tonnes d'or. En 2020, la Côte d'Ivoire a produit plus de 30 tonnes d'or, selon une étude du projet Planet Gold Côte d'Ivoire. Au vu de ce rapport, le président du comité de pilotage, Aka Safo, souligne l'importance de ces assises. Le projet Planet Gold est un projet qui fait la promotion de l'exploitation minière artisanale de l'or sans l'utilisation du mercure. Comme vous le savez, le mercure est un produit chimique hautement toxique pour l'environnement et pour la santé humaine. Le représentant des Nations Unies pour l'environnement invite tous les acteurs miniers à s'impliquer davantage. Les différentes ressources sont mises en place. On a déroulé des activités terrain. Le progrès est positif et on attend des résultats dans les prochains mois avec les différentes activités prévues. Au terme de cette rencontre sont attendus un plaidoyer pour l'engagement des parties prenantes, le cofinancement des activités du projet Planet Gold, ainsi que les recommandations des membres du comité de pilotage. Les résultats du baccalauréat 2024 sont connus depuis quelques jours. Le défi qui se présente maintenant à nos jeunes diplômés, c'est une bonne orientation. Cette année, pour la 7e fois consécutive, les journées de l'orientation du bachelier se tiennent depuis mercredi. L'intelligence artificielle, un levier pour la compétitivité de l'enseignement supérieur. Voilà le thème de ces Jobs 2024. Sephora Zegui est allé voir sur place. Nantari fait partie des bacheliers de l'année 2024. Le diplôme en poche, elle aspire à des études supérieures et souhaite être orientée dans une filière de son choix. Sur la filière que je vais faire après mon bac, j'ai choisi de faire le tourisme hôtelier, ma passion. Comme Nantari, Saliou rêve d'une brillante carrière professionnelle dans le domaine de l'agronomie. Je m'intéresse même actuellement à l'agronomie. Donc, je vois plusieurs universités qui me proposent la filière. Donc, je vais essayer de me renseigner encore. Instruire les bacheliers sur les filières en adéquation avec leurs performances scolaires. C'est l'objectif visé par la direction de l'enseignement supérieur, initiatrice de cette 7e édition des Journées de l'orientation du bachelier. Chers bacheliers, vous aurez l'occasion de connaître, entre autres, le dispositif existant en matière d'offres de formation, les opportunités de l'intelligence artificielle pour notre système d'enseignement supérieur.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les exposants et les participants adhèrent à l'initiative. C'est une activité extrêmement importante pour le ministère. Le nombre de bacheliers s'accroît de jour en jour. Ces journées permettent à ces bacheliers, à ces jeunes gens, à leurs parents, de voir qu'est-ce qu'il y a comme offre de formation afin d'opérer le meilleur choix possible pour leur carrière, tenant compte bien entendu de leurs capacités individuelles. Cette édition des Journées de l'orientation du bachelier, qui se tient sur 3 jours, a pour thème l'intelligence artificielle, un levier pour la compétitivité de l'enseignement supérieur. Les Journées de l'orientation du bachelier suscitent plus d'engouement au fil des années. Elles se positionnent comme une plateforme fiable qui donne l'information aux futurs étudiants face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Vous vous êtes forcément rendu compte que ce n'était point la voix de Sephora Zegui, mais plutôt celle de Jean-Marc Djadji qui a commenté le travail de Sephora Zegui. Ce sont donc 38 adolescents en situation de vulnérabilité sur les routes du Nord qui viennent de recevoir des kits pour leur installation dans la vie active. C'est donc une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la phase 3 d'un projet dénommé SIRA, entendre la route en langue malinké. Siekwasi et Jean-Marc Djadji étaient dans les locaux de la Chambre régionale des métiers de Côte d'Ivoire où a eu lieu la cérémonie. 38 kits composés de matériel de couture, de maçonnerie et de menuiserie distribués par l'ONG Save the Children dans la région du Poro. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la phase 3 du projet COM Children on the Move. Ici dans nos pays, il y a tout, les jeunes peuvent réussir. Si ils veulent travailler avec l'appui des autorités, l'appui des ONG que nous sommes, avec l'appui de la société civile, ces jeunes peuvent réussir ici. Il faut leur donner des opportunités. Il faut d'abord les identifier suivant le niveau de vulnérabilité de chaque jeune, parce que la pauvreté est un danger et c'est la cause principale du départ des jeunes. Après la formation, aujourd'hui le bout du tunnel pour ces jeunes adolescents en situation de vulnérabilité sur les routes du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Ils pourront désormais quitter leur maître artisan pour voler de leurs propres ailes. Depuis longtemps, je rêve à voir ces choses, mais je ne savais pas où passer. Donc, je ne pouvais pas avoir l'argent pour acheter, parce que ces matériaux sont très chers. Vraiment, ça a changé carrément ma vie. Le projet Siracom de Save the Children a démarré en 2020. À ce jour, 720 enfants en situation de vulnérabilité sur les routes du Nord ont été pris en charge et 40 adolescents installés grâce à l'appui de la Chambre régionale des métiers de Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel entendent améliorer la compétitivité de la filière EVA. Ils viennent d'opérer des changements au niveau de l'assistance technique aux planteurs d'EVA. Les précisions de Lanciné Bakayoko, notre chef de service économie ici à la rédaction de RTI. En prévision au renouvellement des contrats sur les 3 prochaines années, de nouveaux cahiers des charges ont été élaborés en matière d'assistance technique aux planteurs d'EVA. À l'issue des appels d'offres qui ont mis en compétition tous les prestataires agréés par le conseil EVA Palmé à Hull, plusieurs lots ont fait l'objet de changements de prestataires. Nous sommes allés à San Pedro pour présenter le nouvel opérateur qui est EXA à la population. EXA est là-bas aujourd'hui en lieu et place de la SAPH. C'est la même chose au niveau de Dabou. Nous sommes allés présenter TSI au niveau des populations et des autorités politiques administratives. C'est la même chose aussi au niveau de Daoukro, où la SAPH n'est plus là et la SAPH sera remplacée dans ce secteur-là par TSI et par EXA. La population n'a pas à craindre. C'est des opérateurs qui sont vraiment expérimentés, outillés, qui vont apporter aussi un plus à l'assistance technique des planteurs dans ces différents secteurs-là. Les passations visent à garantir la reprise effective des activités d'assistance technique. L'assistance technique est pour vous. Les encadreurs parcourent les plantations d'EVA pour déceler les dysfonctionnements et en vue de les corriger. Donc je vous exhorte vivement à écouter vos encadreurs. Suivez leurs recommandations et surtout soyez présents sur vos plantations. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts continus en vue de renforcer l'assistance technique aux planteurs d'EVA, améliorer les rendements et soutenir le développement durable de la filière EVA en Côte d'Ivoire.
INADES Formation, c'est l'Institut africain pour le développement économique. L'une de ses missions, c'est la lutte contre l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. Récemment, à Gbogué, dans le département de Daloa, quelques dizaines de responsables d'associations de femmes et de jeunes ont été formés aux nouvelles méthodes culturelles qui consistent à produire sans détruire l'environnement. Les précisions de Corona Soro de RTI Boaké. Les producteurs utilisent de plus en plus les pesticides chimiques dans l'agriculture afin de résoudre les questions de la pénibilité du travail et le manque de main-d'œuvre. Ces produits phytosanitaires provoquent des maladies chez l'homme et détruisent l'environnement. Il faut sensibiliser pour que les gens prennent conscience qu'il y a un danger. Face à la dangerosité de ces pesticides, le secrétariat général de l'Institut africain pour le développement économique, INADES Formation, mène des actions sur le terrain. À Gbogué, dans le département de Daloa, 50 responsables d'associations de femmes, de jeunes, de chefs de village et de communautés sont sensibilisés. 2 conférences ont permis aux producteurs et aux consommateurs à adopter de nouvelles méthodes culturelles qui consistent à produire sans détruire. Dans l'agroécologie, on ne parle pas de tuer en fait. On parle juste de réaménager l'espace en fait, la parcelle pour que vraiment les éléments de la nature s'emboîtent harmonieusement. En tout cas, ce qu'ils ont dit là, les conseils qu'ils nous ont donnés, en tout cas, moi, ça me va. Comme alternative à l'utilisation des pesticides chimiques, INADES Formation préconise les intrants écologiques. Une unité de formation et de production de ces intrants est visitée. Là, nous étions à Daloa et du côté de Boaké dans le Boaké à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Il a été question de sensibiliser les populations à la protection de l'environnement et les inciter à reboiser. D'où cette opération de planting d'arbres qui a été initiée à la 3e région militaire de la ville sous le thème « Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre ». Boubacar Silla, Soro Corona, RTI Boaké. Une activité de planting d'arbres pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique à la 3e région militaire à Boaké. Aux côtés des élèves, plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité, guidés par des instructeurs de la direction régionale des eaux et forêts, plantent 1000 tecs sur une superficie de 2 hectares. Une action dans le cadre de la 13e édition du Festival des arts et cultures en milieu scolaire, FENAC-NIS, couplée à la célébration de la Journée nationale de l'arbre, édition 2024. Je plante un arbre pour un lendemain, il lui fait bon vivre. C'est le thème national de la journée. C'est une action à vulgariser que on peut se léguer demain à nos générations futures un couvert forestier vraiment viable. En plantant des arbres, on contribue à la restauration de notre environnement forestier, mais on gagne de l'argent. Et les premiers bénéficiaires sont recensés présentement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Plus qu'une affaire de tous, les autorités locales s'alignent également pour la cause environnementale. Cette journée vise à développer chez chaque Ivoirien l'amour et le respect de la nature et en particulier de notre flore et de notre faune. Elle contribue également à l'atteinte de l'objectif de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, qui est de porter le taux de couverture forestière à au moins 20% du territoire national à l'horizon 2030. Un plan d'action pour reboiser 30 000 hectares d'ici à 2030 est mis en place par le ministère des Eaux et Forêts. Au Niger, une évasion spectaculaire s'est produite hier jeudi 11 juillet. La prison de haute sécurité de Kotokale, tout près de Niamey, a été le théâtre d'une mutinerie de ces détenus. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes. Les forces de sécurité nigériennes se sont lancées à leur poursuite. La prison de Kotokale, où plus de 200 terroristes sont enfermés. Les interrogations s'accumulent sur cette évasion car la prison est une forteresse réputé imprenable. Alors qu'il fait face aux conséquences des manifestations qui secouent son pays depuis plusieurs semaines, le président kenyan William Ruto a annoncé hier le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. Reste en place seulement le ministre des Affaires étrangères et le vice-président kenyan. Dans son adresse diffusée en direct à la télévision, le président William Ruto a dit avoir écouté le peuple du Kenya. Il a également promis des changements radicaux à travers un gouvernement
financement à base élargie. Cela dans le but de répondre au fardeau de la dette, augmenter les opportunités d'emploi et lutter contre la corruption. Nous sommes vendredi et c'est l'heure du JT du sport. Et mon ami sportif est installé. Mon ami journaliste sportif, pour être plus précis, parce que sportif, lui, je ne peux l'attester. Bonjour Samuel Mech. Bonjour Hamza Diaby. Vous êtes sportif, Samuel Mech? Ben oui, pourquoi pas. Vous faites quel sport? Oh, le football, le basket. Bon, d'accord, allons-y pour le JT. Alors, parlons tout de suite des tours préliminaires Coupe CAF 2024-2025. Le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF s'est déroulé hier jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le FC San Pedro, le RCA, le Stade Abidjan connaissent donc leurs adversaires pour le premier tour préliminaire. Jean-Sylvain Ressot nous en dit plus. Il faut le savoir, la SEC est exemptée donc de ce premier tour. Vainqueur de la 58e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, le Racing Club d'Abidjan représentera le football local la saison prochaine en Coupe CAF. Une aventure que le club de la commune de Yopougon entamera au Maroc durant la deuxième semaine du mois d'août face à l'Union Touraga Sport dans le cadre du premier tour préliminaire. En cas de qualification, les Lions de Yopougon affronteront au deuxième tour le vainqueur de la double confrontation entre It and Lion FC de la Sierra Leone et l'ASC Jaraf du Sénégal. Kanté Abdoulaye, Bandama Junior et les autres Lions sont dans l'obligation de faire mieux que leurs prédécesseurs qui avaient manqué en 2021 de se qualifier pour la phase de poule de la compétition. Deuxième club ivoirien engagé dans cette compétition de la Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa est exemptée du premier tour en raison de sa position élevée dans le classement des clubs. En Ligue des Champions, le FC San Pedro, qui tient à confirmer son statut de champion de Côte d'Ivoire parmi les meilleures équipes du continent, sera pour le premier tour préliminaire face au Sierra Leonais Rangers FC. Maxime Guamene, artisan du retour des Pétrusiens sur la scène continentale, pourrait miser sur Guy Bédi Stéphane, meilleur buteur de la Ligue 1, pour réussir son aventure en Ligue des Champions. Enfin, le Stade d'Abidjan, qui retrouve la compétition reine de club après 54 ans d'attente, débutera sa campagne par la réception du club sénégalais de Tenguet FC. Les matchs allés du premier tour de la Ligue des Champions se tiendront les 16 et 18 août, avant les retours prévus les 23 et 25 août 2024. Samuel Mech, la SEC exemptée de ce premier tour, mais Jean-Sylvain Ressot ne nous dit pas pourquoi. Alors, justement, la SEC exemptée donc, de ce premier tour, comme 11 autres clubs africains, parce que justement, la SEC, en raison de son positionnement élevé dans le classement donc, des clubs africains, bénéficie de cette faveur de la Confédération africaine de football. D'accord. Et puis, on a une page triste dans notre football, non, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais avant, on va parler de l'OASU, la détection OASU. Oui, organisée donc par l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. 100 jeunes filles et garçons donc, se sont démarqués à l'issue d'une formation de l'OASU. 212 élèves ont bénéficié d'une formation dans 3 disciplines sportives, notamment au football, au handball et au basket. Plus de détails avec Jean-Sylvain Ressot. Fruit des compétitions de la saison sportive 2023-2024, 212 jeunes filles et garçons ont pris part à cette session extraordinaire de formation et de détection de l'OASU. Ils ont bénéficié de l'encadrement technique des experts venus pour la plupart de l'INGS dans les disciplines de football, handball et basketball. Sur les différents espaces de jeu qu'offre cet institut académique de l'INPHB, les athlètes ont été jugés au football, au handball et au basketball sur les compétences techniques liées aux aptitudes spécifiques à chaque discipline. Les athlètes qui sont venus sont des athlètes qui ont vraiment d'énormes qualités en termes technico-tactiques et en termes de savoir-faire individuel. À l'issue de cette formation assidue, 100 jeunes filles et garçons plus talentueux ont été sélectionnés afin de représenter dignement la Côte d'Ivoire dans les compétitions des fédérations sportives, scolaires et universitaires internationales. En guise d'encouragement, cette nouvelle génération de champions a, au cours d'une cérémonie grandeur nature, reçu des gadgets essentiellement de kits scolaires en présence de plusieurs autorités. Vraiment, je suis très content de voir ce monde qui est venu soutenir ces jeunes, de voir ce monde qui est venu applaudir ces jeunes et donner des conseils à ces jeunes pour le devenir de leur futur. Longtemps considéré comme le vivier du sport, l'OASU, à travers cette démarche de détection et de formation, espère revitaliser le potentiel sportif du pays.
Et cette page triste dont je parlais à l'instant, Samuel Metch, c'est le décès de Zagoli Golier, un nom emblématique, un nom qui ne laisse personne indifférent. Et c'est clair, cette page noire donc, dans le football ivoirien, légende de notre football des années 80, l'emblématique gardien des éléphants de Côte d'Ivoire, Zagoli Golier Marcel, est décédé donc ce vendredi matin au CHU de Treichville, selon l'information reçue donc de ses proches. Malade depuis plusieurs mois à Issia, il a été donc pris en charge par le ministre délégué en charge des sports, Maître Silas, qui l'a fait transférer donc pour des soins au CHU de Treichville. Malheureusement, il n'a pu surmonter donc son mal. Il faut le savoir, il a été élevé donc en 2015 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite sportif. L'ex-portier de l'AS Boaké et de l'Africa Sport restera donc à jamais dans nos mémoires. Hamza. Et puis Samuel Metch, Euro 2024, l'apothéose, c'est prévu pour ce dimanche. Et oui, l'apothéose prévue pour ce dimanche 14 juillet donc 2024, la grande finale de l'Euro 2024 avec cette affiche inédite Espagne-Angleterre, précédée d'ailleurs donc de la cérémonie de clôture de cet Euro. Tout cela à suivre sur nos antennes sur le coup donc de 18h05 dimanche. La RTI qui depuis le début donc de cette fête du football européen vous propose des matchs, sera encore là pour la finale. Il faut le savoir, c'est une finale assez intéressante où nous allons regarder un peu plus, on dirait, la performance de l'Angleterre. Hamza. L'Angleterre qui revient de loin, hein, qui n'était pas attendue à ce niveau de la compétition. Ben oui, c'est clair. Les Anglais dans cet Euro sont en train d'écrire leur histoire, tout comme l'équipe ivoirienne donc lors de la CAN, avec un jeu assez approximatif malgré les stars que sont Phil Foden et Bellingham et Harry Kane. L'Angleterre donc est en train naturellement de pouvoir nous proposer quelque chose d'assez intéressant. Égalisation miraculeuse en huitième de finale pour l'Angleterre, c'était face à la Slovaquie. Victoire au tir au but face donc à la Suisse 5-3 et puis 2-1 in extremis face aux Pays-Bas en demi-finale. Cette équipe anglaise, en tout cas on l'espère pour cette fois-ci, pourra accrocher. Enfin, parce que c'est sa deuxième finale consécutive. Deuxième finale consécutive parce qu'en il y a 3 ans de cela déjà, donc c'était une finale face à l'Italie, finale qu'elle a perdue, pour parler donc de cette équipe anglaise. Et pour cette deuxième finale consécutive, on espère que les étoiles seront alignées pour donc les Three Lions. Votre pronostic? 1-0 pour l'Angleterre. Pour l'Angleterre? Ouais. D'accord. Merci beaucoup Samuel Metch. À vendredi prochain. À vendredi. Ce sera avec Herman Guivet. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je reviens